Vous ne me connaissez pas. Je ne suis jamais passé sur un plateau de télé, ni même dans le journal. Pourtant, dans quelques heures, vous me connaîtrez et me haïrez tous, jusqu'à vouloir ma peau. Et je ne vous en voudrais pas. Mais il sera trop tard. Les 4 boîtes de somnifères sont là, à côté de moi, prêtes à être avalées comme des comprimés magiques, supprimant toute douleur. Ce qui est assez paradoxal comme idée, puisque je souffrirai davantage dans la mort, et ce pour l'éternité. Mais il ne serait pas juste de continuer à survivre, même dans la douleur, à cause de ce que j'ai fait. Lorsque vous aurez lu cette lettre que j'aurai pris soin d'envoyer à tous les médias du monde, je deviendrai officiellement la personne la plus haïe de tous les temps. Mais je vous dois la vérité. J'ai toujours été fasciné par la culture asiatique, et ceci depuis tout petit. Depuis le jour où mon père, chef d'une entreprise d'import-export, m'avait ramené de son dernier voyage en Chine une magnifique poupée geisha en porcelaine. J'en prenais grand soin. Lorsqu'elle se brisa 4 ans plus tard, par accident, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais 10 ans. Je me suis arrêté de pleurer que lorsque ma mère m'acheta un remarquable parapluie chinois, avec un manche en bambou. Je me promenais toujours avec, que le soleil brille ou qu'il pleuve. J'en étais très fier, et je le veillais comme la prunelle de mes yeux. Ma fascination pour l'Asie grandissait au fil des ans. Tant et si bien que le jour de mes 18 ans, j'annonçais à mes parents que j'arrêtais mes études de commerce, qui ne me plaisaient pas, et que je partais pour la Chine. Cette idée ne fut pas du tout à leur goût, mais ils n'eurent pas le choix. J'étais majeur, et je pouvais me déplacer comme je l'entendais. 2 mois plus tard, toutes les démarches avaient été faites, et je m'envolais sans regret vers un destin que je pensais plus ensoleillé pour moi, en Chine. 24 heures plus tard, éreinté, mais ivre de bonheur, je posais enfin les pieds sur le sol chinois, à l'aéroport international de Wuhan. Je ne passais que 3 semaines à l'hôtel. En effet, j'ai trouvé un travail en 2 semaines en tant que chauffeur de pousse-pousse et un logement au bout de la 3e semaine. Le boulot était payé une misère et le logement tenait plus de cagibi. Mais j'avais au moins un toit et à manger. Grâce à l'argent que je gagnais de mon travail, agrémenté de quelques ventes illicites et de mes notions de commerce, j'ai réussi 1 ou 2 ans à réunir assez d'argent pour fonder ma propre entreprise. J'ai décidé d'ouvrir un commerce de poupées en porcelaine. Mon sens des affaires me permit de dégager des bénéfices dès la première année, et grâce à de judicieux placements, je finis au bout d'à peine 5 ans passés en Chine à prospérer. Ce fut lors de cette période faste que je rencontrai celle qui allait être ma femme. C'était une femme gentille, honnête, attentionnée, belle et diablement intelligente. Elle avait tout pour elle. La vie m'offrit 6 ans de bonheur, sans nuage avec elle. Elle me donna une petite fille. Puis brusquement, un matin, je ne les vis plus. Je ne voyais plus rien d'ailleurs, j'étais aveugle. Je consultai des médecins sans relâche pendant 1 an et demi. Puis j'ai trouvé enfin un chirurgien prêt à m'opérer, mais pour un prix très conséquent, 25 000 €. C'était là le prix pour retrouver la vue et revoir les 2 êtres les plus chers à mes yeux. Ma femme réunit la somme nécessaire grâce à des dons de ses amis et de sa nombreuse famille. L'opération fut un succès, et je retrouvai enfin le jour, après 2 années de vie dans l'obscurité la plus totale. Nous vécûmes heureux, ma famille et moi, encore quelque temps. Puis un jour, je fus conduit de toute urgence à l'hôpital. Mon foie et mes reins étaient en train de lâcher. Il me fallait une greffe au plus vite, mais il n'y avait pas de donneur disponible. J'étais au bas d'une liste d'attente de 3 ans, alors qu'il ne me restait tout au plus que 6 mois à vivre. Le psychologue de l'hôpital me conseilla de faire mes adieux à mes proches. Mais ma femme ne l'entendait pas de cette oreille. Elle refusait de me laisser partir. Je la vis jour et nuit se torturer pour essayer de trouver une solution à mon problème. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus, et ne travaillait même plus. Elle passait la majorité de son temps à mes côtés à l'hôpital, et ne rentrait que 3 ou 4 heures pour s'occuper de nos autres filles, qui se sentaient de plus en plus seules. L'échéance des 6 mois approchait, et je la voyais de plus en plus désespérée. Toute notre famille souffrait. Mais un jour, elle revint me voir avec un sourire jusqu'aux oreilles, son cœur prêt à éclater de bonheur. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue si heureuse. Lorsque je l'interrogeai à ce sujet, elle me dit que c'était une surprise et que je recevrais une visite à 3 heures du matin, que je devrais écouter ce visiteur avec attention.
Interloqué, j'attendais la visite de l'inconnu avec impatience cette nuit-là. Si seulement j'avais su. Il vint en effet à 3 heures du matin. C'était un homme terriblement beau et paré d'une élégance folle. Son énergie emplissait le moindre recoin de cette maudite chambre. Lorsqu'il parla, ce fut d'une voix grave et chaude, presque enveloppante. Il s'adressa à moi en ces termes. « Bonjour petit humain. J'ai été invoqué ici par ta chère femme pour te venir en aide. Je vois que tu es gravement malade. À la vérité, tu es même mourant, mais je peux t'aider. » Je lui demandai comment, étant donné qu'il n'existait aucun traitement. Il m'a répondu que pour obtenir ce que je désirais, il fallait en échange que je quitte la Chine, et que je n'aurais plus jamais le droit d'y revenir. Il a marqué une pause le temps de me laisser intégrer l'information. Et ensuite, il m'a dit que si j'acceptais, dès le départ de ma chambre, je recevrais une proposition de greffe pour mon rein et mon foie, et je vivrais. Et qu'en revanche, si je refusais, je mourrais dans la nuit, et je ne verrais plus jamais ma fille, ni ma femme. Il me laissait 10 minutes pour faire mon choix. Ces 10 minutes furent les plus longues de ma vie. Évidemment que je voulais vivre. Mais il était également très difficile de vivre loin de mon pays de cœur. En quittant la Chine, je perdrais une partie de mon âme. Finalement, j'ai choisi ma famille. L'idée de ne plus jamais les revoir me terrifiait encore plus que quitter la Chine définitivement. Et puis après tout, rien ne m'empêchait d'aller dans d'autres pays. Je pourrais toujours voyager, hors de Chine. Cela me brisait le cœur, mais ma famille comptait plus que tout. Lorsque l'homme revint dans la chambre, il m'a demandé quel était mon choix. Et je lui ai dit. Il m'a dit de lui jurer, ce que j'ai fait. Au moment de son départ, j'ai cru l'entendre ricaner. 2 minutes plus tard, une infirmière venait pour me faire une prise de sang. Elle m'écorcha superficiellement le bras par inadvertance, s'excusa et termina la prise de sang, et elle a disparu. 1 minute plus tard, un médecin entrait en trompe dans ma chambre, m'annonçait qu'on m'avait trouvé un donneur pour mon foie et des reins. Je fus immédiatement emmené au bloc et anesthésié. À mon réveil, j'étais dans le gaz. Mais à travers ce voile fin, je pouvais voir ma femme et ma fille, souriant, m'observer avec amour, les larmes aux yeux. On aurait dit qu'ils me voyaient pour la première fois. À la vue de ce spectacle, je replongeai dans un sommeil profond, rassuré. Je restai encore 1 semaine en observation, pour vérifier que mon corps ne rejetait pas la greffe. Puis je fus enfin autorisé à quitter l'hôpital. Je n'avais pas oublié les conditions de ma guérison, et je les ai honorées. En 1 semaine, toutes les démarches étaient faites pour quitter le pays de mon cœur. Ma femme, voyant que j'étais malheureux de quitter la Chine, me proposa de visiter l'Italie. Ce pays que je rêvais de voir depuis un moment déjà. Nous prîmes donc 3 billets pour le pays de la pizza et du café ristretto. Nous y restâmes 1 mois. 1 mois de pur bonheur en famille. Je rattrapais le temps perdu avec ma fille et ma femme. Ce fut lorsque nous rentrâmes en France que le malheur fondit à nouveau sur nous. Ma fille commença à tomber malade. Elle avait de la fièvre, des frissons, mal à la tête. Je l'emmenai bien sûr chez le médecin qui lui prescrivit des médicaments pour soigner les symptômes de la grippe. Mais son état ne s'améliora pas. Il empira même. Au bout d'1 semaine, je dus la conduire à l'hôpital de toute urgence. Elle avait 40 de fièvre. Je priai Dieu de la guérir, mais ne fut pas exaucé. Ma fille s'éteignit un matin gris et froid de janvier. Ma femme et moi tombâmes dans une profonde dépression. Nous ne mangions, ni ne dormions plus, abattus et apathiques. Puis ce fut le tour de ma femme. Cela commença par des courbatures, des toux insupportables, des tremblements intenses et une fièvre terrible. Je me rendis à l'évidence. Elle souffrait du même mal que ma défunte fille. J'en connaissais donc l'issue. Les médecins tentèrent bien de la soigner, mais le virus résistait à toutes leurs tentatives. Je la savais condamnée. Je suis resté près d'elle jusqu'à la fin. Après tant d'épreuves, je n'avais plus d'âme. J'étais arrivé à bout de force. Je rentrais chez moi et me couchais, tout habillé dans mon lit. Je n'en bougeais plus pendant 1 mois et demi. Mais mon voisin, qui s'inquiétait de ne pas m'avoir vu pendant tout ce temps, appela la police. Ils me trouvèrent inerte, à demi-mort, empestant l'urine et les excréments. Je n'avais plus que la peau sur les os, et j'étais passé de 70 à 30 kilos. J'entendis vaguement un des agents vomir son déjeuner. Je n'étais plus qu'une masse amorphe. Les pompiers arrivèrent et on me fit passer un examen psychologique. N'obtenant aucune réponse de ma part à n'importe quel stimuli, le psychiatre décida de me faire interner. Je ne posais pas de résistance. Peu importe où mon corps séjournait,
je n'étais plus rien. Peu à peu, grâce aux bons soins des infirmiers, je retrouvais finalement la capacité de m'alimenter seul et de ressentir des émotions. Je recommençais à m'intéresser au monde qui m'environnait. Un jour maudit, mon attention fut attirée par les informations transmises à la télévision. Selon la journaliste, le virus qui sévissait depuis maintenant plus d'1 an, partout dans le monde, aurait été issu d'un hôpital de Wuhan. Ce virus hautement contagieux se manifestait au début, par des symptômes grippaux, toujours selon elle. Le patient 0 aurait été une personne transplantée pour, fait rare, un foie et des reins. Mais le donneur de reins aurait été atteint de SRAS, et le donneur du foie aurait contacté le VIH, peu avant leur mort. Il s'agissait d'une terrible erreur médicale. Le patient, fraîchement transplanté, se serait alors retrouvé avec une des premières formes du Covid-19, ou coronavirus, ce qui avait provoqué des millions de morts partout dans le monde. Est apparu alors à l'écran un diagramme montrant les villes et les pays les plus touchés. Parmi les villes les plus touchées figurait Wuhan, qui était considéré comme l'épicentre de la diffusion du virus. Le pays le plus touché, quant à lui, était l'Italie. C'est ainsi que j'ai compris. Le patient 0, c'était moi. J'avais bien été transplanté à l'hôpital de Wuhan pour mon foie et mes reins. J'étais resté 1 semaine à Wuhan avant de la quitter pour l'Italie, où j'avais vécu 1 mois, visitant plusieurs villes. L'Italie, qui était le premier pays le plus touché par l'épidémie du coronavirus. J'étais un porteur sain, mais j'avais contaminé tout le monde. Puis soudain, s'est rappelé à mon souvenir cette fameuse nuit où cet homme élégant était venu dans ma chambre. Il m'avait proposé de me sauver la vie, à la condition que je quitte la Chine. La décision n'avait pas été si difficile à prendre en fin de compte. Elle était même trop facile. C'était finalement un prix bien peu élevé pour vivre encore des années. Mais en quittant la Chine, j'avais permis à la maladie de se propager au niveau mondial. Ma femme avait en réalité invoqué un démon pour me sauver. J'avais gagné le droit de survivre, mais perdu mon âme. Tous ces gens étaient morts. Ma famille était morte par ma faute, à cause de ma lâcheté et de mon égoïsme. Voilà, vous savez tout. Je suis le patient 0 qui a permis au virus le plus dévastateur de tous les temps de proliférer sournoisement pendant plus d'1 an. Les autres patients de l'hôpital psychiatrique où je réside actuellement commencent à ressentir les terribles symptômes. Je sais qu'ils n'en ont plus pour très longtemps. Je me dis que si je meurs maintenant, le virus n'aura plus d'autre occasion de détruire lentement des vies. De toute façon, je suis aussi bien damné sur Terre que dessous. L'avantage, c'est que dessous, je ne ferai plus souffrir personne, que moi et ma conscience torturée. Adieu, humanité meurtrie.